Afin d'introduire mon propos, je vous invite à un bref détour étymologique autour du terme de maltraitance. Le verbe maltraiter provient de traiter, lui-même issu du latin tractare, apparu au XIIe siècle. Cette racine contient plusieurs notions, comme celle de régler quelque chose en discutant avec quelqu'un, ou encore celle de prendre soin d'eux, s'occuper d'eux, gérer. Le mot maltraiter, en tant que tel, apparaît vers 1550 et associe mal à traiter pour signifier traiter durement. Ce n'est qu'en 1887 que le terme de maltraitance, écrit d'une seule traite, entre véritablement dans l'usage courant. Son émergence récente s'établit à partir des mauvais traitements infligés aux enfants et reflète une prise de conscience autour de cette thématique. Le spectre des maltraitances ordinaires, sujet central de notre colloque d'aujourd'hui, englobe un large éventail de comportements et de pensées présents dans la vie quotidienne. Comme le dévoile l'étymologie du terme, les premiers concernés par leurs effets sont avant tout les plus vulnérables, les enfants, qui accusent le coup de la logique destructrice de l'appareil psychique des majeurs. Ces maltraitances des majeurs, qu'elles soient dirigées vers eux-mêmes ou vers autrui, impactent l'enfant par voie d'identification ou par voie directe lorsqu'elles sont agies sur lui. Régulièrement, j'entends et j'assiste à ce qui s'apparente à des maltraitances ordinaires, qu'il s'agisse d'expériences de vie personnelle ou professionnelle. Une phrase acerbe, un silence là où une parole est attendue, un appel resté sans réponse, une humiliation, un rabaissement, une négligence. Les maltraitances ordinaires se logent au plus intime du rapport à soi, tout en s'exprimant dans le rapport à l'autre. Elles peuvent prendre la forme de petites cruautés, dont voici quelques illustrations. Un premier se prive d'hygiène, se faisant repoussant pour son épouse. Une seconde s'enivre à en vomir le soir de son mariage. Une troisième supporte difficilement les compliments au point d'en devenir agressive envers elle-même. Lorsque le dernier s'interdit une vie sexuelle épanouie. L'on repère dans ces inclinaisons la marque du masochisme lorsque ses comportements et paroles sont dirigés vers soi, et celle du sadisme lorsqu'elles sont orientées vers l'autre. Cette façon de se traiter interroge. Quels processus psychiques sous-tendent ce type de maltraitance? Quels en sont les bénéfices? La psychanalyse peut-elle jouer un rôle thérapeutique et est-il possible d'opérer cliniquement et comment? C'est en m'appuyant sur ces quelques questions que je vous propose de développer davantage le sujet. Donc, l'étude de l'appareil psychique débute avec Sigmund Freud et sa création, la psychanalyse, dans laquelle il identifie 3 instances essentielles, le moi, le ça et le surmoi. Ici, c'est principalement l'instance du surmoi qui retiendra notre attention, car c'est à partir de lui que Freud va décliner plusieurs processus psychiques à l'œuvre dans la souffrance d'un être, et notamment dans celle qui nous intéresse aujourd'hui. Le concept de surmoi est élaboré par Freud tout au long de son œuvre, avec une première mention dès 1897 dans sa correspondance avec Wilhelm Fliess. 2 textes jouent un rôle central dans la construction de cette notion, Le moi et le ça de 23 et les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse de 32. Pendant près d'une décennie, de 1922 à 32, Freud associe le surmoi et l'idéal du moi. Ce n'est qu'à partir de 1932 qu'il va considérer l'idéal du moi comme une fonction spécifique du surmoi. Le texte de 23 décrit le surmoi comme une instance empreinte du caractère du père et nous apprend que plus le complexe d'Oedipe est intense, plus le surmoi exerce une domination sévère sur le moi, notamment par le biais de la conscience morale et du sentiment de culpabilité inconscient. Freud écrit ainsi, c'est une citation, « Il est le mémorial de la faiblesse et de la dépendance qui était jadis celle du moi, et il continue de dominer même le moi mûr. » De la même manière qu'un enfant subit la contrainte parentale, le moi se soumet à l'impératif catégorique de son surmoi. Ce surmoi puise son origine dans les éléments entendus, tandis que l'énergie d'investissement qui l'alimente prend racine dans le ça. Il précise ensuite que dans la perspective de la restriction pulsionnelle, celle de la moralité, et là c'est une citation, le ça est totalement amoral, le moi s'efforce d'être moral, le surmoi peut devenir hypermoral et alors aussi cruel que seul peut l'être le ça. Il est remarquable que plus l'être humain restreint son agression vers l'extérieur,
plus il devient sévère, donc agressif dans son idéal du moi. Dans le texte de 32, l'auteur évoque cette instance particulière, donc qui critique et interdit, et qui reprend le rôle de l'autorité parentale. Freud part du postulat de l'absence de conscience morale chez l'enfant, le déterminant comme amoral et exempt d'inhibition interne contre ses impulsions tendant au plaisir. D'abord, l'influence des parents agit sur l'enfant par la présence de preuves d'amour et par la menace de punition. L'angoisse vécue par l'enfant de la perte d'amour des parents est qualifiée par Freud d'angoisse de réel. Tant que l'angoisse règne, nous n'avons pas à parler de surmoi et de conscience morale. Ce n'est que secondairement, lorsque l'empêchement externe est intériorisé, que vient le surmoi en remplacement de l'instance parentale. Le surmoi alors observe, dirige et menace le moi, exactement comme jadis les parents le faisaient pour l'enfant. Le surmoi reprend la puissance, l'activité et même les méthodes de l'instance parentale dont il est l'héritier naturel légitime. Pour autant, il ne retient de cette instance que la dureté et la sévérité des parents, dans leur fonction interdictrice et punitive. Leur sollicitude pleine d'amour n'est ni accueillie ni prolongée par le surmoi. L'instance du surmoi est ainsi repérée et interprétée par l'auteur comme usant de sa tyrannie sur le moi, avec pour conséquence un besoin de punition et un sentiment de culpabilité inconscient. Ce besoin de punition peut prendre la forme de maladie. Le bénéfice de cette maladie est identifié par Freud comme une résistance, la résistance du surmoi. Très tôt, déjà, à partir de 1895, le psychanalyste décrit la présence de résistance au travail de guérison chez les patients. Dans Au-delà du principe de plaisir, il dit de la résistance qu'elle est issue d'une partie inconsciente du moi et non de l'inconscient. Cette résistance provient du principe de plaisir et préserve le moi de ce qui lui est pénible. Donc dans le texte, et c'est ce que disait M. Damorim tout à l'heure, Inhibition, symptômes et angoisse de 26, il distingue 5 types de résistance à la cure. Les 3 premières, le refoulement, la résistance au transfert et le bénéfice secondaire de la maladie, appartiennent au moi. La 4e concerne la résistance à l'inconscient. Et enfin, la dernière, la résistance du surmoi, est issue de la culpabilité inconsciente et du besoin de punition. Cette résistance du surmoi est décrite par Freud dans le texte La question de l'analyse profane comme le facteur le plus puissant et le plus redouté de nous. Donc, en se fondant sur son étude de Freud puis de Lacan, le docteur De Amorim propose une avancée théorique majeure concernant le fonctionnement intrapsychique d'un être humain. Il met en exergue ce qu'il nomme les organisations intramoïques, composées de la résistance du surmoi et du grand autre non barré. Ces instances, essentiellement en jeu dans les maltraitances, qu'elles soient ordinaires ou non, se traduisent pour la première sous forme de passage à l'acte, pour la seconde sous forme d'injonction verbale. Donc, afin de détailler davantage cette hypothèse théorique, je propose d'en retracer succinctement l'évolution. En 2008, dans son ouvrage Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine, M. De Amorim décrit le surmoi comme le roc de la cure. Il spécifie son rôle dans son rapport à la pulsion, indiquant que la cure a pour visée de la dompter. Je cite « Dompter la pulsion, c'est lui donner un visage humain. Le visage humain se situe du côté du moi, c'est une citation encore, mais l'opération du domptage est faite à partir du surmoi. » Dans ce même ouvrage, nous rencontrons une première interprétation de la résistance du surmoi, pour laquelle il est indiqué qu'elle peut être entendue comme, et c'est une citation, « quelque chose dans le sens de monstruosité, qui jouit chez le moi, sans même que celui-ci ne soit au courant. » Quelques années plus tard, entre 2011 et 2013, dans le séminaire Le désir de la clinique quotidienne du médecin et du psychanalyste, un affinage théorique s'esquisse. Le psychanalyste expose l'idée selon laquelle le surmoi jusqu'ici pensé, donc dans la continuité freudo-lacanienne, est en réalité à la merci de cette résistance du surmoi. L'auteur établit cette hypothèse en révélant que le surmoi, lorsqu'il perd de son autorité intrapsychique, se trouve, je cite, soumis à la résistance du surmoi. Il détaille « Nous avons affaire à cette partie du surmoi qui est gonflée et qui sépare
d'un côté une partie consciente du moi et de l'autre une partie inconsciente du moi, le surmoi et le ça. Cette partie, et c'est ce qu'il nomme la résistance du surmoi. Cette résistance prend le pouvoir sur le surmoi. Donc sur le plan clinique de la conduite de la cure, la visée est d'abord d'arriver, c'est une citation, dans des eaux surmoïques, pour ensuite mettre en place une stratégie de dégonflage de la résistance du surmoi. La visée est d'espérer accéder par le symbolique, faisant fonction de castration, au registre intrapsychique. Lorsque s'opère un dégonflement de cette résistance du surmoi, nous pouvons voir naître un apaisement vivable où le surmoi devient une instance médiatrice entre le moi et le ça. C'est à la suite de ce séminaire que le docteur De Amorim nommera organisation intramoïque, donc la résistance du surmoi et le grand autre non barré. Ces organisations intramoïques qui opèrent dans le moi prennent une forme verbale s'il s'agit du grand autre non barré, ou d'un passage à l'acte, d'une paralysie corporelle, ou encore d'un symptôme ou d'une maladie organique s'il s'agit de la résistance du surmoi. Ces instances participent au fonctionnement tyrannique du moi. Afin d'opérer un dégonflement de l'instance moïque, l'auteur nous indique qu'il est nécessaire que le moi puisse effectuer un 180 degrés visant ainsi le grand autre barré. Donc dans ce but, plusieurs techniques cliniques ont été théorisées par le psychanalyste, comme celle de la nomination, celle de la rectification subjective ou encore la technique de l'écarteur. Ces techniques de dégonflement visent à produire un effet de castration permettant notamment l'évitement d'un passage à l'acte. Donc cette évolution théorique s'inscrit dans la logique freudo-lacanienne tout en s'en distinguant. Pour Freud comme pour Lacan, le surmoi tient le rôle de cette instance despotique et sera à ce titre qualifié par Lacan de figure féroce. Tandis que la proposition du docteur De Amorim situe cet asservissement au cœur même du moi. Ces avancées théoriques, autant que techniques, témoignent de l'importance du rôle que joue la psychanalyse telle qu'elle est enseignée par M. De Amorim, notamment lorsqu'il est question de maltraitance. Nous le savons, le médecin n'a pas pour vocation à travailler avec l'inconscient. Le psychanalyste, si. Cet extrait témoigne une fois encore de l'importance d'établir une clinique du partenariat, comme en parle M. De Amorim, permettant ainsi d'ouvrir une perspective d'amélioration pour l'être, l'enfant et le majeur. Enfin, nous l'avons vu, la psychanalyse telle qu'elle est transmise par M. De Amorim, et plus spécifiquement sa technique, constitue un élément incontournable dans le repérage, la prévention et le dénouage des maltraitances. Affronter son sadisme, approcher son masochisme, reconnaître sa soif de pouvoir, son agressivité est rendu possible par le procédé d'association libre d'une psychanalyse. Tous ces comportements constituent une part de notre humanité. Ils nous déroutent, parfois nous effraient, et pourtant viennent nous apprendre quelque chose, chaque fois un peu plus sur nous-mêmes. La reconnaissance de notre jouissance au travers eux, puis grâce à la psychanalyse, l'abandon de cette jouissance, constitue un point de départ à la construction. Je conclurai donc par cette lapalissade et ce proverbe, bien traiter ses collègues, son mari, son épouse, son enfant, ses amis, ses proches, débute par un apprentissage, celui de s'aimer soi. Autrement dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci.